Bonjour Yannick. Bonjour. Enchanté de faire ta connaissance. Là, il y a un run qui s'est terminé sur Swamp Thing avec Scott Snyder il n'y a pas très longtemps. Quelle expérience tu as retenue de ce travail de un numéro par mois presque Justement, l'illusion est totale parce que j'ai fait seulement une dizaine, peut-être sur 2 ans de numéros. Il y a eu quelques... Ils sont tellement intenses que on a l'impression que j'étais là tout le temps. Mais en fait, il y a eu des grands moments, comme par exemple du numéro, la moitié du numéro 9 au numéro 13, j'ai disparu dans la nature. Il y a eu Franck Avila qui est venu. J'étais en train de me ressourcer dans un désert en méditation nue. D'accord, oui, ça c'est important. Oui. Et la communion avec la nature pour Swamp Thing. Oui, c'est important pour garder ce lien. Ouais. Je mangeais aussi beaucoup de légumes. Ouais, voilà. Pour, d'une certaine façon, rentrer en communion avec le végétal. C'est bon pour la santé aussi, mais c'était pas le but premier. D'accord. Et donc c'est un run qui a été quand même très acclamé par la critique. Qui s'est terminé en plus de façon très émouvante. Là, les derniers numéros sont sortis. D'ailleurs, un gros coup de chapeau sur le design des personnages, surtout le nouveau look de Abby. Ouais. Vraiment très en fait, sympa. C'est une de ces choses qui est arrivée par accident, je pense. Parce que quand j'ai designé... à la fin du premier arc, Abby devient un monstre pendant un moment. Pas très joli. Parce que elle se fait corrompre à prendre un peu le rôle qui lui revient naturellement, mais dans des circonstances contraignantes. Et fait que ça devient une espèce de version pervertie de la version belle et sexy, mais mystérieuse, un peu creepy de la fin. Mais au moment où on faisait la première partie, on n'avait aucune idée comment ça allait finir, cette histoire-là. Et quand je réfléchissais à faire le design d'Abby à la fin, ça m'est semblé tout simplement normal et logique de faire un lien entre les deux fins des deux arcs et de montrer, juste sans appuyer vraiment, mais juste montrer par une prise de position au niveau du design que tout se tient, qu'on a prévu tout et qu'on est des maîtres. D'accord. Mais évidemment, c'est un pur hasard. Concernant vos projets, actuellement chez DC, il y a des choses qui ont été annoncées. En particulier, il y a Grant Morrison qui s'est exprimé un petit peu sur ses futurs projets. Il y avait des rumeurs comme quoi vous pourriez peut-être participer à un projet avec lui. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été totalement officialisé. Qui sait? Vous avez déjà travaillé avec lui par le passé. D'ailleurs, comment s'était passée l'expérience avec Grant Morrison au niveau des... Bon, maintenant, quand je travaille avec Grant, c'est facile. Je sais où je m'en vais. Parfois, le script, je comprends pas toujours la portée. Souvent, il faut lire tout pour comprendre. Mais c'est ça. Puis, comme par exemple, dans Batmaning, quand je faisais Batmaning, il y a des moments, entre autres dans le numéro 3, qui commence avec une scène vraiment étrange, avec un phare, puis une équipe de super-héros britanniques qui se font tous assassiner. La deuxième page, je les invente, puis la deuxième page, ils sont tous morts. Dans des circonstances étranges, avec un méchant qui est peut-être pas le vrai méchant, qui est peut-être juste quelqu'un d'autre. Et j'ai pas exactement compris. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu le numéro, je l'ai lu, je comprenais pas tout encore, mais c'était aussi une autre histoire. Ça avait changé à mi-chemin. Mais maintenant, ces affaires-là ne me font pas stresser. Fait une époque, la première job que j'ai faite avec Grant, c'est Seven Soldier. Mais ça faisait 2 ans que je travaillais avec Alan Moore sur Terra Obscura, où là, tout était clair, où les intentions étaient... C'était des scripts de... Tout est très détaillé, c'est ça? Non, très détaillé, mais aussi... les scripts étaient une centaine de pages et plus pour un comic de 22 pages. D'accord, OK. Pour Alan. Mais c'est Alan et Peter Hogan, les deux ensemble. Mais je pense qu'une partie de l'explication, c'est qu'à chaque case, on me donnait plusieurs versions. Tu peux illustrer ça comme ça ou ça comme ça. Et puis finalement, fais-le comme tu veux. Mais en lisant toutes ces versions-là, on pouvait comprendre, en observant le plus petit dénominateur commun de toutes ces affaires-là, c'était quoi la véritable intention. Parfois, quand il y a seulement une case de décrite, la personne prend son café. Bon, là, tu peux dessiner exactement ça, sans savoir que ce qui est important là-dedans, c'est que c'est le matin, ou il est fatigué, il a besoin d'un café,
c'est quoi, mais si on donne plusieurs versions, le coq chante, la personne donne son café, prend un café, ou encore, je sais pas trop, les fées mettent mettent des gouttes d'eau sur les plantes. Là, on voit que on parle de l'éveil du matin, puis là, on peut avoir une inspiration supplémentaire. Alors ça, c'est la façon d'Alan Moore avec moi. Ce qui n'a rien à voir avec Alan Moore et Dave Gibbon, là, des espèces de scripts, à un moment donné, qu'on a vu de Watchmen, qui sont des mutants cauchemardesques. C'est vraiment monstrueux, là. Ils passent 6 pages sur la même case, puis ils parlent, puis ils se répètent, puis c'est... Moi, c'était gros pour une autre raison. La job d'après, c'était avec Grant. Puis là, j'avais un petit script, des feuillets, des trucs de... Genre, je pense que le premier numéro tient en 5-6 pages de script. Aucun dialogue. Des fois, des dialogues qui sont des notes pour lui-même. De Castle, 3 petits points. Quoi de Castle, 3 petits points? Là, c'est juste sa note pour lui, pour plus tard. J'avais jamais travaillé avec Grant. Alors, j'étais un petit peu nerveux à l'idée, je vais me planter. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. J'ai de la misère à comprendre. Puis aussi, j'ai découvert qu'il faut tout lire le script pour pouvoir essayer de soutirer le plus d'informations au niveau de ses intentions. Parce que si tu lis seulement la première case, il y a des histoires de contextualisation qui sont pas incluses là-dedans, que tu découvres juste 3-4 pages plus loin. Bon, 2 personnes parlent dans un restaurant, ils jasent, puis 3-4 pages plus loin, le serveur arrive pour « Votre table est prête! » Mais dans ma tête, c'était clair qu'il était déjà assis, j'avais déjà mon setting, j'avais déjà toutes mes affaires, mais là, il faut tout que je déconstruise ça, parce que le petit morceau critique d'information se ramasse plus tard, ou parfois jamais, ce qui est plus souvent le cas. Et Grant, il fait confiance aux dessinateurs qui travaillent avec pour aller boucher ces trous-là. Le concept super bizarre qui n'a pas d'allure, c'est dans sa tête à lui que ça se promène. Et nous, on s'occupe vraiment de matérialiser les actions, l'environnement, tout ça, pour qu'il y ait une certaine logique au niveau de façon de raconter l'histoire. Et ça explique aussi pourquoi Grant va faire confiance à seulement quelques dessinateurs et toujours les mêmes. C'est Vince, Quietly, Chris maintenant. Sinon, c'est ça, on est comme 5-6, là, pas bien plus, là, qui vont toujours. Parfois, bon, il se fait mettre sur des projets où il travaille avec d'autres mondes, mais quand c'est son propre choix, c'est vraiment en fait l'équipe de Steven Soldier, puis même quand on a fait Retour Bruce Wayne, où là, encore une fois, il y avait le choix de choisir qui il voulait. Comme Cameron Stewart était censé faire le numéro 3, puis finalement, il n'a pas pu, mais sinon, c'est presque une retrouvaille de Steven Soldier avec le même monde, Ryan Sook, Irvine, moi-même, bon. Voilà. Et alors, justement, au niveau de ces différences entre les auteurs par rapport au script qu'ils te donnent, tu préfères quelle méthode? Quelqu'un de très dirigiste? Quelqu'un qui te laisse de la liberté? Un peu des deux? Ouais, dans les deux cas, moi, ça fait mon affaire. L'important, c'est que je sois impliqué quelque part là-dedans. Avec la méthode de Alan Moore, évidemment, tu as une décision à prendre parce que tu as plein de choix. Tu as plein de choix, puis en plus, il t'invite à faire ce que tu veux. Fait que tu te ramasses à prendre une décision active au niveau du storytelling. Je prends telle position là-dedans. Avec Grant, il faut que tu prennes une position parce que t'es dans le vide, là. Dans les deux cas, moi, je suis prête à participer puis à faire ma partie de travail. C'est ça qui m'intéresse. Si je ne vais pas écrire, je me sens pas à l'aise à devenir écrivain comme tel, mais à reforger l'histoire à ma façon, je trouve ça bien. Dans Swamp Thing 18, entre autres, j'ai fait ça beaucoup. Le script de Swamp Thing 18, je pense... il y avait moyen de temps, Scott, rendu là. Batman était dans un gros crossover qui en finissait plus. Je pense de la page 6 à la page 11, j'ai remixé les affaires. Je trouvais que le rythme, c'est quand même un grand moment, le sacrifice. Je veux pas voler des on l'a déjà lu. C'est ça, t'as coup quelqu'un écoute ça, non, tais-toi! Pas de spoil. Spoiler! Mais ce moment de sacrifice-là était tellement important que le rythme, avec la façon que c'était amené, était primordial. Le faire trop vite, le monde revient comme... Y a-tu de même? Il fallait que ça soit comme logique, il fallait que je m'attarde à des moments d'émotion qui étaient nécessaires. Bon, et voilà. Mais alors du coup,
Est-ce que tu peux nous parler quand même de sur quoi tu vas travailler dans les mois qui viennent? Ou pour l'instant, c'est encore... ce que je peux dire, parce que c'est pas annoncé, évidemment. C'est juste de quoi tu peux... Bon, évidemment, Swamp Thing, c'est un mensuel. J'ai juré il y a plusieurs années, haut et fort devant tous, que je ne ferai plus jamais de mensuel. J'ai lu ça dans 2 interviews différentes. Au moins, hein. À 2 ans d'écart. Donc, Swamp Thing, c'est un mensuel. Batman Inc., c'est un mensuel. Bon, au moins, Return Bruce Wayne, ça n'était pas un. Mais mon but a toujours été, en fait, de ne pas faire des mensuels. J'ai un contrat avec DC que c'est 6 numéros par année, ou l'équivalent. Évidemment, un mensuel, c'est 12. J'ai accepté de faire Swamp Thing par mon amour de jeunesse pour Bernie Wrightson, pour la run d'Alan Moore, puis d'avoir l'honneur de... Habituellement, je suis pas très émotif à propos des personnages. On m'offre de faire X-Men, je suis comme, OK, ça va être le fun, ou Batman, OK. Mais Swamp Thing, j'avais comme le petit garçon en moi qui était comme, ouh, c'est mon tour de... C'est rare. Là, j'en ai profité, je dis, OK, je vais le faire. Mais je vais le faire, évidemment, seulement 6 numéros. Et avec Scott, étant donné que Scott a une façon de raconter l'histoire qui est très décompressée, ça prend pour toujours se rendre d'un point A au point B. On peut passer un numéro dans un corridor pour se rendre à la porte. C'est pas très compatible avec ma façon de travailler parce que moi, j'ai besoin que ça vaille la peine de dessiner un numéro parce que je peux juste en faire un sur 2. Alors, c'est ça. Le projet que je m'apprête à faire maintenant n'est pas un mensuel. Donc, je vais pouvoir faire une œuvre intègre, artistique, intégrale. D'accord. Ce qui est toujours le but pour moi. Dessiner, c'est le cas pour tous. Mais personnellement, c'est vraiment un grand sacrifice de temps et d'énergie. C'est sûr que j'ai un salaire, mais c'est merveilleux. Mais si je peux pas, à la fin, dire « OK, ben j'ai un accomplissement artistique là-dedans qui me satisfait », ça vaut même pas la peine de le faire. D'ailleurs, d'un point de vue artistique, en fait, ton futur projet, ça te change complètement. Tu vas arrêter tout ce qui est un peu monstre, un petit peu créature, dans Swamp Thing. Bon, il y a beaucoup moins de monstres, c'est évident. Ça joue pas nécessairement vers le gore. Voilà. J'utilise un langage artistique qui est quand même similaire, mais qui est plus aéré. Beaucoup plus aéré, d'ailleurs. Je préfère un petit peu plus de lumière. Maintenant, je renie pas comment je travaille. Il s'est passé une chose étrange dans Swamp Thing. Parce que, bon, moi, je suis un fan de Bissett puis de cette école-là. Swamp Thing, pour moi, était synonyme de storytelling expérimental, donc des cases étranges, essayer de pousser un peu les techniques d'histoire. Et je l'ai fait par conviction personnelle en me disant probablement qu'il y a du monde qui vont trouver ça fatigant, qui se retrouveront plus dans les cases, qui vont chialer. C'est quoi qu'on lit après quoi? Bon. Et il y en a eu... Mais une minorité, la plupart du monde en général, ont aimé que ça leur ferait quelque chose de différent à l'œil. Certains ont dit, il fait comme G.H. Williams, mais G.H. a une autre façon de fonctionner un petit peu. Mais bon, c'est pas à partir du moment que tu fais pas des cases carrées que on est tous G.H. Williams. Là, bon. C'est vrai que c'est important pour la mise en scène aussi d'avoir ça, d'avoir un c'est jeu. Ça. Et moi, je suis extrêmement structuré et codifié quand je fais des folies. Ça prend pas beaucoup de grattage pour découvrir qu'en dessous, il y a une structure rigoureuse. Et dans Swamp Thing, il y a uniquement 3 sortes ou 4 sortes de tours de cases. Il y a quand le rot, je sais pas trop c'est comment ils ont traduit ça en français, là, la putréfaction! La pourriture. La pourriture! Ouais. Alors, quand la pourriture agit sur la réalité, ben là, t'as des tours de cases, c'est du dry brush, en fait. Et ça permet, en fait, de faire des tours de cases droites ou légèrement avec du dry brush, puis augmenter. C'est un petit peu comme une trame sonore. Fait qu'on voit les images, mais vu que les tours de cases dégénèrent, là, on se rend compte qu'il y a un drame qui arrive, même si le contenu de la case est encore positif. Les oiseaux chantent et c'est la joie. Mais les tours de case deviennent un cauchemar. Et, évidemment, on s'attend. Ça annonce un punch. Mais c'est vraiment de la musique de film. Fait que ça, c'est un tour de case. J'ai un tour de case quand le green, le vert, la végétation agit sur la réalité, où là, c'est juste des petites branchettes noires. J'ai un tour de case quand on est dans le monde du green, où là, c'est des trucs psychédéliques avec un certain... c'est presque liquide. Il y a un flow organique qui semble logique.
Parce qu'après ça, quand on est à l'intérieur de la pourriture, ce qui est l'arc de Rodwell, par exemple, c'est un petit peu des tours de case comme dans le green, sauf que là, je m'attarde beaucoup à briser les cycles pour que ça soit quelque chose qui soit plus chaotique, mais en même temps, on est dans un monde un peu qui est trop influencé. Et ça, c'est juste ça, en fait. Et ça me permet de changer, de mixer deux types ensemble, de faire des transitions d'une affaire à l'autre. Évidemment, quand on regarde le livre, on a l'impression, au premier regard, que c'est de la folie, je m'éclate. Mais dans le fond, tout est codifié. Puis dans le script, si je sais que je fais ça, je sais que le tour de case nécessaire, c'est telle affaire. J'avais déjà fait ça avant. J'avais fait une histoire avec Jason Aaron qui s'appelle Insane in the Brain. C'est une histoire de Weapon X, de Wolverine, où tous les tours de case, c'est 5 numéros. Tous les tours de case arrivent pas juste, sont tous décalés, c'est pas d'angle droit. Parce que Wolverine est comme fou un peu, là, il se fait manipuler. Là, puis, il y a 2 moments où il reprend ses esprits et là, les tours de case sont parfaitement d'équerre, parfaitement des angles droits. Et probablement que le commun des mortels lit ce truc-là, il s'en rend pas compte. C'est bien correct, je juge personne. Mais au niveau subconscient, j'aime bien me faire croire que il y a comme on sent que là c'est plus solide, et puis là on retombe dans le mou, puis dans le. C'est l'écriture du dessinateur en fait. Exactement. Voilà, et donc c'est ça ce que je voulais en venir, c'est une immense par. On va passer ton tape. J'espère que il y a longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que vu que ça a été très bien reçu, en fait, mes expérimentations un peu débiles de Swamp Thing. Dans mon prochain projet, ça m'a offert, en fait, cette liberté-là. Dans mon prochain projet, je fais aussi des trucs comme ça, avec un autre type de logique qui est complètement différente. Mais voilà, que je peux pas parler, sinon ça révèle tout. Ouais. On s'attend à ce que ce soit peut-être une des grosses annonces de la Comic-Con ou des choses comme ça. Peut-être. Ouais, ben j'ai aucune idée. Une idée peut-être de la date de quand. Ouais, c'est du long terme. Je veux pas être en retard. Personne veut rusher personne. Ouais. On veut que ça soit parfait. Moi, j'ai encore un an de travail facile. Il y a déjà du concret, enfin déjà. Oui, il y a du concret. Je suis pas chez nous en train de tourner les pouces. Et puis de travail. Je travaille actuellement, alors c'est actif. Sinon après, au niveau de votre équipe, vous travaillez dans un studio, je crois, j'ai cru que. Ouais, à Montréal, on a un studio. Michel Lacombe, qui était mon encreur sur Batman Inc. Et aussi d'autres mondes qui font pas nécessairement de la bande dessinée, là, du monde qui font de l'illustration pour enfants. C'est juste pour avoir une espèce de vie sociale un peu, là, parce que ça peut être très prenant de dessiner continuellement, puis tu peux perdre tes habilités interpersonnelles. Vous dessinez toujours dans votre studio, vous faites pas trop chez vous, du coup? Ouais, j'ai les deux. Parfois, je retourne à la maison, puis j'en fais un peu à la maison, mais c'est surtout au studio. Et le comics au Québec, c'est un phénomène comme... C'est ce que j'allais demander, non, vas-y. Le comics au Québec, c'est un phénomène un peu comme aux États-Unis ou c'est plus un peu comme en France, un peu plus... En fait, au Québec, on est vraiment entre deux eaux. Thierry Labrosse, qui est québécois, va faire du travail pour Soleil, va travailler... puis maintenant, il y en a plus. Denis Rodier, qui était l'encreur de Superman, qui était aussi mon maître, c'est lui qui m'a appris un peu à dessiner, fait quelque chose aussi, je me rappelle même pas quoi. J'ai honte. La honte! Pour le marché européen. On peut vraiment choisir. Même moi, j'ai eu des offres pour le marché européen, mais je suis dans une position assez intéressante aux États-Unis. Je peux choisir. Je travaille avec des écrivains intéressants. Puis bon, alors pour l'instant, je garde mon pied aux États-Unis, mais je dis pas qu'un jour je vais changer. Fait qu'au Québec, moi j'ai grandi avec la bande dessinée franco-belge. J'ai tout lu comme. Mon garçon, ma bibliothèque d'Astérix, et bon, évidemment, ça c'est mon background, mais je suis en Amérique du Nord, j'ai été exposé aux X-Men aussi très très jeune, j'avais le choix entre les deux marchés, et j'ai l'impression que le marché américain offrait plus facilement des opportunités, parce que le roulement est immense, il y a tellement de comics, l'exigence c'est pas immense, ils peuvent se permettre de tenter la chance sur 22 pages avec quelqu'un de pas bon, ou qui apprend encore. Moi, j'ai appris sur le tas. Mais tu sais, apprendre sur le tas en album, c'est beaucoup plus gênant que d'apprendre sur le tas en faisant des adaptations de X-Files et d'autres trucs que je vois rarement revenir dans ma vie. Merci. Merci, bébé Jésus. Parce que c'est pas beau. OK.
Bon, on peut conclure. Là, merci beaucoup. Hein, très content d'avoir discuté avec vous. Ben, c'est mon plaisir. Et puis d'apprendre plein de choses sur votre travail, sur la façon dont vous organisez vos cases. Et tout. Ça me fait plaisir, mais je vous souhaite bonne chance parce que moi, dans ma section, c'est beaucoup plus chaud. Alors, il fait très froid. Et puis, je sais que vous êtes ici avec tout votre matériel et tout, et vous êtes un peu pris dans le... Merci d'être venu dans la partie froide. Dans la partie froide. Mais moi, génétiquement, je suis prédisposé par mon passé canadien. Évidemment, mes ancêtres lointains vivaient presque nus dans les bois et défrichaient les arbres avec leurs dents en combattant des ours, probablement avec leurs mains libres. Il faut vraiment que j'aille au Québec, moi, pour voir. C'est pour ça que tu te ressources nu dans le désert. Oui, mais c'est ça. C'est une question ancestrale. Voilà. Et puis souvent, s'il y a des petits lézards, j'en tue quelques-uns, puis je me fais une petite toge avec leur peau. Mais ça prend beaucoup de petits lézards. C'est pratique. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Hop. Ah, super. Et bravo pour votre boulot. Merci. Yay! Tu me filmes jusqu'à mon retour là-bas? Non, t'as pas assez de fil. Oui, non, assez. Assez de fil. Merci beaucoup. Plaisir. Super.